suis Antoine Denis, Microsoft France. Donc j'ai le plaisir d'essayer on va essayer d'animer ce Hacking Expo. Il faut mettre dans le bon ordre. On va être 3 personnes. Donc, moi, je suis le monsieur pas technique. Moi, je suis le monsieur business de la bande. Donc, moi, je suis plutôt pour les dernières questions qu'il y a eu. Si vous n'étiez pas dans la session d'avant, c'est comment on peut continuer une idée, un projet, comment on peut le développer, comment on peut le vendre, comment on peut l'internationaliser. Je suis plutôt ce monsieur-là. Je suis quand même d'un background technique, mais c'est pas mon rôle, en tout cas sur ce week-end. Donc, par contre, j'aurai deux personnes techniques qui vont nous accompagner. Donc, le but là des 25 minutes, c'est d'essayer de vous expliquer de manière très rapide. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'est le IaaS, le PaaS, le SaaS, Azure, les composants, tous les composants techniques. Ça, c'est pas mon rôle. Je peux juste redonner un conseil, encore une fois, par rapport au week-end du hackathon. Perdez pas votre temps à redévelopper des services qui existent déjà. Typiquement, si vous avez besoin de custom vision pour entrer des modèles ou ce genre de choses, vous pouvez le faire par vous-même, mais prenez plutôt des modèles pré-entraînés, entraînez un peu les modèles, ça permettra d'avoir un rendu final beaucoup plus rapidement. Voilà, donc c'est juste un conseil que je peux vous donner. Donc je vais essayer d'aller assez vite, si ça veut bien se dérouler. Donc je recommence toujours par ce qu'est Microsoft, ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas, ou ce que nous ne faisons plus. En général, je pense que dans la salle, vous connaissez tous Microsoft, avec une vision qui peut être Word, Excel, Windows, DOS, outil de développement, Xbox, PC. C'est un peu, en général, quand je fais un sondage sortie de salle, c'est à peu près ça. Donc je ne vais pas le faire si on n'a pas le temps. Et donc typiquement, Microsoft, nous sommes une vieille société parmi les jeunes, les fameux GAFA, peut-être tel qu'on le dit en France, Facebook, Amazon, etc. Par contre, nous sommes une relativement jeune société parmi les acteurs historiques type GE Healthcare, IBM, etc. Donc on est de la génération Apple en fait, en termes de positionnement. Nous sommes nés dans l'édition de logiciels. Donc en temps pur et dur, à 2 points install. Et depuis 3 ans, nous avons radicalement changé de métier. Donc nous ne faisons plus ce métier-là, même si ça perdure encore dans pas mal d'entreprises. Mais nous faisons à la fois toujours un peu d'édition de logiciels, mais nous sommes surtout un acteur de service cloud. Notre métier, c'est celui-là. Et notre stratégie, c'est celle-là. Donc notre stratégie, c'est quoi? C'est de proposer ce qu'on appelle un cloud public. Alors dans le cloud, je vous ferai pas l'affront, en bon français c'est service info nuagique, mais tout le monde parle de cloud, donc tout le monde comprend. Donc le cloud, ce sont des ressources de calcul, des ressources de stockage, des ressources réseau, bref, des ressources numériques que vous pouvez consommer dans les nuages. Public, l'aspect public, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de remplir 50 000 serveurs pour avoir accès au cloud. Donc vous pouvez y aller de 7 à 77 ans, vous pouvez aller dans le cloud Microsoft. Et d'ailleurs, si vous voulez utiliser des services Azure lors du week-end, vous irez sur Azure, vous avez des crédits gratuits qui vous permettent de travailler, d'entraîner vos applis. Et je pense avec les crédits Azure, vous avez largement de quoi faire un projet sur un week-end. Donc ça, c'est l'aspect je peux y aller. Démocratiquement, tout le monde peut y aller. La troisième notion de cloud public, c'est ce qu'on appelle, alors désolé pour l'anglicisme, et comme j'ai cru comprendre que le Hacking Expo, c'était pan-européen, donc je peux faire quelques anglicismes. Donc ça s'appelle, nous sommes un cloud public hyperscale. Donc hyperscale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez besoin de 10 000 CPU pour entraîner, ou de 10 000 GPU pour entraîner un modèle sur de l'imagerie. Vous pouvez provisionner 10 000 GPU en 2 heures, vous entraînez votre modèle, vous arrêtez les machines, votre modèle est entraîné. Donc c'est ça l'hyperscale, c'est la capacité rapidement d'avoir beaucoup de puissance à un instant T. Et de payer bien sûr que pour la puissance dont on a besoin. Donc ça c'est le hyperscale. Et le dernier point, c'est le mot trusted en bon anglais. Donc ça s'appelle la confiance. Donc la confiance, ça repose sur principalement, et d'ailleurs en santé c'est clé, ça repose sur plusieurs briques. La première brique, c'est la sécurité. Donc tous nos clouds sont certifiés ISO 27001, qui est une norme internationale de comment nous sécurisons tous nos clouds. La deuxième composante d'une confiance, c'est ce que l'on fait avec la donnée qui sont sur nos clouds.
Donc, en résumé, en bon français, on n'en fait strictement rien. Les données qui sont sur nos clouds ne nous intéressent pas. Nous ne valorisons pas les données. Nous ne faisons strictement rien avec les données qui sont sur nos clouds. Par contre, nous permettons d'avoir les outils pour que des porteurs de projets, des mutuelles, des hôpitaux, des clients puissent valoriser leurs données à eux. Et c'est ça notre approche. Donc nous n'avons aucune velléité à acheter de la donnée ou à en revendre. Je vous dis ça parce que souvent, je rencontre beaucoup de clients, partenaires, et on me pose souvent la question, tiens, j'ai de la super donnée, ça t'intéresse pas de monter un business pour la revendre à quelqu'un? Nous ne faisons pas ça. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, c'est pas notre business model. Donc ça, c'est le deuxième composant. Et le troisième composant par rapport au Trusted, ce sont des règles d'éthique. Et des règles d'éthique, alors particulièrement sur l'intelligence artificielle, et c'est sur comment on peut accompagner les différents porteurs de projets, les différentes personnes qui vont réaliser des algorithmes, qui vont entraîner des modèles en utilisant de l'IA à respecter des codes d'éthique, sachant qu'il n'y a pas de loi plus que ça, il n'y a pas de normes plus que ça qui existent. Donc on est dans l'éthique de bonne pratique. Voilà. Donc voilà en gros le positionnement de Microsoft. L'autre composante, si je résume en santé, ce que l'on essaye de faire. Donc la santé donc je suis directeur innovation et développement de la santé pour le marché pour toute la France, et donc on adresse des solutions métiers pour 3 secteurs. Le premier secteur, ce sont tous ceux qui produisent du soin. Donc ça va être les hôpitaux, hein, mais ça peut être aussi les professions libérales d'ailleurs. On va dire de la profession libérale jusqu'à la PHP si je parle en termes de taille. Le deuxième secteur que nous allons adresser, ce sont tous ceux qui les payent. Donc pas les payeurs finaux, c'est-à-dire nous, mais les payeurs intermédiaires, qui sont les organismes de la sécurité sociale, type la CNAM, qui sont d'ailleurs sponsors de l'événement, mais également des mutuelles type Groupe Vif, qui sont aussi d'ailleurs sponsors de l'événement. Donc nous adressons aussi ce marché-là. Et enfin, le troisième secteur que nous adressons, ce sont les industries des sciences de la vie, principalement l'industrie pharmaceutique. Voilà. Alors tous les trois ont potentiellement des métiers un petit peu différents, mais en tout cas, tous les trois ont plusieurs choses qui sont à cœur dans leur stratégie. C'est comment on peut construire un parcours de santé ou un parcours de vie personnalisé. Ça n'existe nulle part pour l'instant, mais c'est quand même une direction que tous les acteurs essayent d'avoir. Tout simplement, nous sommes tous différents en tant qu'êtres humains, et c'est comment on peut vous soigner, faire de la prévention de manière en mode, si j'ose dire, one-one, par rapport à votre cas particulier. Donc ça, c'est un peu la direction que nous essayons tous d'avoir. Donc ça, c'est la première composante. Et la deuxième composante, c'est que tous ces acteurs, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les payeurs, que ce soit la pharma, sont convaincus que le numérique, j'essaye de jamais parler de digital, qui est le mot à la mode, mais c'est pas très français, donc le numérique est au cœur de leur transformation et de leur futur. C'est-à-dire que typiquement, je rencontre personne au sein des décideurs de ces étapes, de ces groupes qui va se dire, mais non, moi, j'aurai jamais de numérique dans mon futur métier ou dans mon métier actuel. Donc tout le monde sait que ça sera au cœur de son activité. Donc là, après, il faut juste savoir comment ça va se faire. Ça, c'est un autre débat. Alors, je donne un peu une vision que l'on a, si on se projette en 2030. Ça permet, vous, dans les idéations de projets, typiquement, alors c'est une vision internationale. Après, chaque pays a ses particularités. D'accord. Donc c'est typiquement le retail. Donc le retail, c'est la pharmacie, par exemple, si je prends le cas français. Et d'ailleurs, vous avez peut-être vu récemment que les pharmaciens vont pouvoir prescrire. Donc ça veut dire que quelque part, le retail, donc la proximité, va être un acteur clé dans la santé. Donc, et le restera toujours. Alors ça va évoluer, mais donc ça veut dire que le retail, ça sera, je vais lâcher un gros mot, l'espèce de dispensaire de santé. Donc il pourra être soit une pharmacie, soit une maison de soins pluridisciplinaire, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, il y aura toujours cette composante de proximité. Et ça va servir à quoi dans l'engagement? C'est pouvoir avoir une relation personnalisée de proximité avec les citoyens et les patients. Et ça existera toujours. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle le participatif dans la médecine des 4P. C'est-à-dire que le citoyen va être de plus en plus acteur de sa santé avec les outils numériques. Enfin, je pense que dans tous les projets que j'ai pu à peu près voir là sur les sites web, il y a toujours cette composante qui est au cœur. C'est comment je vais pouvoir quelque part prendre en compte l'avis des patients sur leur base, avec leur propre consentement évidemment. Donc ce point-là va être important et ça va permettre
quelque part, dans les grandes masses, de pouvoir de mieux en mieux affiner la personnalisation. Le troisième point qui existe toujours, hein, c'est comment les systèmes alors ce qu'on appelle les dossiers patients informatisés sur le marché français, vont toujours continuer à exister, vont s'étendre des frontières, c'est-à-dire qu'on va passer d'un dossier patient qui va être centré sur l'établissement à des dossiers de coordination de soins ou coordination de santé qui seront transverses. Donc ça il sera toujours et ça va se développer. Ce concept vous avez sûrement déjà entendu parler, le concept du Digital Twins, c'est le Digital Twins. Il y a déjà des projets qui existent. Hein. Il y a des sociétés qui ont déjà créé. Vous construisez vous-même votre Digital Twins sur un mobile et on est capable de vous dire, tiens, par rapport à ce qu'on connaît de toi, tu as pris un Doliprane, il va faire effet pendant 3 heures. Donc ce concept de Digital Twins pour l'individu commence à émerger. Et là, c'est typiquement le provider en entier qui sera un Digital Twins, qui permettra de pouvoir optimiser la fluidification ou le process de soins dans un hôpital. Là, Tech as Enabling Partner, là, c'est nous tous autour de la salle. C'est comment, acteurs de la tech, acteurs du numérique, on va être au cœur et clé pour pouvoir faire tous ces scénarios. Donc ça, c'est... on est vraiment... Enfin, nous sommes vraiment un enabler. Et enfin, le dernier, donc insurer, c'est le vocable large du payeur, hein, vont et faire du soin, être dans les parcours de soins, et être impliqués dans les parcours médicaux, et également rajouter la couche de tout ce qui est exogène, notamment le fameux Quantify Self dont on parle depuis je ne sais pas combien de temps, et qui est de plus en plus en train de devenir une réalité. Voilà, donc voilà un peu la vision 2030. Alors, je vais pas vous... celle-là, je la laisse parce que je suppose que je laisserai un jour la présentation quelque part. Et ça permet un peu d'avoir, en gros, en quoi les drivers de technologie rencontrent les opportunités de santé au global. Donc là, on prend, je suppose, des choses que vous connaissez très bien, Internet des objets, les agents conversationnels, l'IA, machine learning, les interfaces naturelles, le NLP, les wearables, enfin, donc, tous ces composants technologiques vont s'insérer un peu dans comment je vais approcher ces différentes composantes de la santé. Alors nous, pour vous dire ce que l'on fait et ce qu'on ne fait pas. Nous, notre métier tout simple, c'est vraiment de permettre de vous aider à manipuler de la donnée, de vous aider à faire en sorte qu'elle soit interopérable. J'ai participé un peu sur je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui était sur cette plateforme Slack, sur le Fire. Typiquement, c'est une norme d'interop d'IHE. Et typiquement, nous, notre contribution là-dessus, c'est on a un platform as a service Fire qui vous permet de dire, tiens, est-ce que je m'amuse à monter un serveur Fire ou est-ce que j'utilise un service Fire qui est prêt à l'emploi? Ça vous permet juste d'utiliser un service Fire sans perdre du temps à le monter. Voilà, donc ça, typiquement, c'est notre approche. Là, je parle de Fire, mais on travaille aussi sur les interops d'ICOM, enfin un peu tous les multi-formats, les multi-omics qui existent sur le marché. Expérience, c'est comment en fait on va nous la santé, on n'y connaît rien. Enfin, Microsoft ne connaît strictement rien à la santé. Je suis provocateur exprès. C'est pas notre métier. Le métier de la santé, c'est le métier des cliniciens, c'est le métier de ceux qui la font, qui la réalisent. Le métier des chercheurs, c'est le métier des gens à l'INSERM. C'est ça. Eux, ils s'y connaissent en santé. Les biotech s'y connaissent. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est être juste l'enabler technologique qui vont permettre aux sachants de construire des offres qui vont permettre d'adresser le marché de la santé. Nous n'avons pas de vocation à pénétrer le marché de la santé en direct. Nous ne serons jamais un assureur santé, nous n'opérerons jamais des hôpitaux et nous n'avons pas vocation à trouver des protocoles thérapeutiques avec des pharma. C'est pas notre job. Il faut être clair là-dessus, c'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. Par contre, ce qu'on cherche à faire, c'est de trouver des porteurs de projets, des centres de lutte contre le cancer spécialisés dans certains types d'oncologie, pour bâtir avec eux des plateformes de télédiagnostic et de téléexpertise mondialement renommées. C'est ça qu'on cherche à faire. Voilà. Alors, on fait avec quoi? C'est une de mes seules slides sur Azure, juste pour vous expliquer un peu c'est 95% de nos stratégies et nos investissements, c'est pour ça. C'est pour faire cette plateforme qui s'appelle Azure, qui est la marque de notre cloud. Et donc, dans Azure, j'essaie de résumer sur ces 3 boulettes. Le 1,
On a toute une gamme, toute une panoplie d'outils pour faire du DevOps. Donc vous êtes développeur, enfin, il y a certains développeurs, je suppose, dans la salle, vous savez de quoi je parle. Donc on a toute une gamme d'outils qui permet de faire, de produire du code de manière simple et de manière collaborative. Le deuxième point, on a mis plus de 100, mais je crois qu'on en a 650 maintenant. On a 650 services cloud disponibles sur la plateforme Azure. Alors ça peut de temps en temps être compliqué. C'est pour ça qu'on sera là d'ailleurs. Si vous avez des questions sur comment je peux connecter au réseau facilement, bon, même dans le cadre d'un hack, c'est pas forcément ce que vous allez faire, mais typiquement, il y a de plus en plus ce qui se passe en mode bonne pratique de développement sur le marché des applicatifs, c'est de travailler en mode serverless ou microservice. Et donc, c'est que le développeur, en fonction de la connaissance de son métier, va orchestrer des services de plateforme de service pour faire une application. Ça permet de gagner du temps et de faire des applications en mode lean management qui sont très rapides. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, okay, c'est bien gentil. Par contre, pour passer à l'échelle, pour rentrer sur le marché, pour vendre ou proposer ma solution, j'ai besoin de la déployer. Et j'ai besoin de la déployer de manière industrielle et robuste. Et donc, on a, et c'est aussi la capacité d'un acteur comme Microsoft, on a tous des outils qui permettent de bien manager, de bien déployer et de bien mettre à l'échelle une plateforme. Et donc, typiquement, on peut déployer parce que c'est bien pour déployer pour une personne, mais si vous le devez déployer pour 70 millions d'individus, il faut que l'architecture est capable de le faire, soit capable, pardon, de le faire. Oops. Alors, tout se trouve là, sur Azure, le portail Azure. C'est là où vous pouvez, vous pouvez avoir les crédits d'Azure pour entraîner. C'est là où vous allez pouvoir commencer à créer les VM, les services pass, etc. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, il me faudrait un peu plus que 25 minutes. Je vais conclure par 2 points. Le premier point, c'est... alors, j'ai eu pas mal de questions, et croyez-moi, depuis 6 mois, j'ai beaucoup de questions là-dessus. Vous savez qu'en France, il y a une législation spécifique sur la donnée de santé personnelle, qui était auparavant un agrément, qui est maintenant une certification. Considérez ça, d'un point de vue règlement, comme une extension à la donnée de santé personnelle du RGPD. Voilà, pour vous donner un peu le cadre un peu juridique, sachant qu'il y a des sessions juridiques qui ils s'y connaissent 10 fois mieux que moi, hein, donc c'est pas mon rôle. Ce que je veux juste vous dire, c'est que tous les services cloud de nos data centers français et Europe, basés en Irlande et à Amsterdam, sont certifiés données de santé personnelle. Voilà, c'est juste ce que je veux dire. Hop. Et puis je vais finir. Comme ça, je serai dans mon timing. Donc là, il y a un petit peu de date. Ça, c'est un point important aussi dans la manière dont vous allez développer ou dont vous allez faire une solution. C'est que le cloud, c'est un esprit de développement, c'est un esprit de réaliser des applications. Ça ne veut pas dire que c'est déployé dans les nuages. Ça ne veut pas dire que c'est déployé à l'extérieur. Vous pouvez très bien faire des applications cloud compatibles et les déployer en on-premise. Et donc en on-premise, c'est en local chez un client. Et donc c'est aussi la force de Microsoft, vu qu'on vient historiquement du on-premise. Nous ne sommes pas qu'un cloud provider, donc nous sommes sur les 2 mondes. Et quand vous faites une application en mode Azure DevOps, vous pouvez la faire déployer soit dans les data centers Microsoft Azure, tel que je viens de vous l'expliquer. Alors en général, dans un hack, c'est ce qu'on fait, parce que ça va plus vite. Puis je pense pas que vous avez des batteries de serveurs là, vous n'avez pas venu sur le coup ou alors vous avez des gros PC sur lesquels vous pouvez faire. Mais après, si vous avez besoin de puissance, c'est peut-être plus simple de le faire en mode cloud. On peut le déployer dans des data centers de partenaires, des personnes comme Orange qui sont partenaires Microsoft, donc ça peut aussi se déployer dans leur data center, et ça peut se déployer dans les data centers des clients. C'est-à-dire qu'ils disent, mais pour une raison X ou Y, je veux que ça soit chez moi, dans mes serveurs, à moi, là, sous la table. Et donc, on peut le faire également. Et c'est le même code, c'est la même application. Voilà. Donc ça, c'est un point important de différenciation. C'est ce qu'on appelle l'approche hybride, qui, à notre sens, de notre vision du marché, sera la norme de quasiment tout le marché. Je pense qu'il y aura très rarement des acteurs santé qui mettront tout dans le cloud ou qui garderont tout chez eux. La norme, ce sera on est hybride. Donc autant que vos applicatifs soient capables de gérer cette hybridité. Hein, et le dernier point, donc là c'est pour vous dire qu'on est partout. Ça c'est pour vous dire où nous sommes en France. Ça c'est pour vous dire que toujours dans la mise à l'échelle de votre application, vous avez fait une application qui est compatible données de santé françaises, et puis vous dites tiens, je voudrais aller la vendre en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, comment je fais?
Nous, dans notre approche, nous sommes en accord de la régulation sur quasiment tous les pays du monde, bon, sauf les pays un peu bizarroïdes où on n'a pas forcément le droit d'aller d'ailleurs et où vous ne pourrez pas aller non plus. Donc typiquement, demain vous voulez déployer aux États-Unis, nous sommes IPA compatibles, vous pouvez aller vous déployer aux États-Unis. Voilà, c'est ça, sans changer votre code. Hein. Donc c'est important aussi dans votre mise à l'échelle de votre application. Et enfin, le dernier point, et je termine par ça. Dans notre ADN, nous travaillons avec les partenaires. Ça a toujours été comme ça chez Microsoft, ça sera toujours comme ça. Donc nous avons un écosystème très large de partenaires. On a plus de 25 000 là, sur la santé. Et en fait, comment ça fonctionne? À partir du moment où vous avez la bonne idée géniale sur votre solution, on a tout un programme en fonction de la taille et on accompagne du médecin dans son unité INSERM jusqu'à des GE Healthcare. Et on accompagne avec des programmes de partenariat qui permettent d'incentiver nos propres forces de vente sur les solutions de nos partenaires. Je crois que j'ai fini. Ouais.